One more. One more. Okay. Yeah. Yeah. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des backrooms. J'ai décidé de faire cette vidéo à l'occasion de la sortie du film il y a déjà 1 ou 2 semaines je crois. Et j'ai décidé de vous parler du lore des backrooms de Kane Pixel. Parce qu'aujourd'hui avec les backrooms, il y en a beaucoup qui connaissent le modèle 3+, ou le modèle Wikidot. Donc le modèle où il y a des centaines et des centaines d'étages avec plein de monstres différents, plein de phénomènes, etc. Et aujourd'hui du coup j'ai décidé de vous parler des backrooms de Kane Pixel, le modèle classique, qui est donc composé de ces 22 vidéos qu'il a postées sur sa chaîne. Comme ça les personnes qui ont déjà vu les vidéos mais qui n'ont pas tout compris pourront en comprendre un peu plus, ceux qui ne les ont pas vus pourront les découvrir et les comprendre, et ceux qui ont envie de voir le film et qui ont envie d'abord d'apprendre un peu plus sur le lore de Kane Pixel, qui est quand même le réalisateur du film, pourront en connaître un peu plus sur les backrooms. Pour avoir les origines des backrooms, il faut remonter en 2019 sur le site 4chan, où Kane Parson, plus connu sous le nom de Kane Pixel, va poster une image des backrooms avec un texte en dessous qui explique que si on no-clip, donc le no-clip est un terme de jeu vidéo signifiant passer à travers certaines structures ou certaines matières, donc que si on no-clip, on pourrait atterrir dans les backrooms, un monde infini fait de pièces de bureau de papier peint jaune et de lumière LED grésillantes, ainsi que d'une moquette humide et un peu sale quoi. Et quand il l'a posté, ça n'a pas marché au début, ça a explosé. Des milliers de jeux, de sites de référence, de forums, de théories, de vidéos ont été créés à la suite de son post. Ça a été un phénomène mondial, qui a même eu droit donc à 3 modèles, le modèle classique, le modèle 3 étages et le modèle 3+, ou modèle Wikidot. Et donc Kane Pixel a décidé d'en faire une série YouTube de 22 vidéos, que je vais vous résumer et vous expliquer. On va commencer par la première vidéo, Found Footage 1. On voit plusieurs personnes faire le tournage de ce qui semble être un court-métrage qu'ils font entre eux pour s'amuser, où on peut voir, grâce au clap, que la vidéo date du 4 juillet 1991 et que le caméraman n'est autre que Kane Pixel lui-même qui se met en scène dans cette vidéo. Un des amis de Kane lui demande de reculer pour filmer un nouveau plan, il recule et là, il traverse le sol. Il a no clip et je pense que vous savez où, même si lui, il sait pas et il comprend pas. Il commence donc à explorer et peu de temps après avoir commencé d'ailleurs, il entend un bruit. Hello? Et on voit quelque chose au fond d'un couloir qui bouge, mais lui ne semble pas l'avoir vu et donc s'en va. En continuant à avancer, il trouve un trou dans le mur avec une échelle nous permettant d'y monter, donc il y monte, et en sortant du trou, on aperçoit 2 couloirs, un à gauche qui semble normal, et un à droite d'où s'échappe une étrange lumière verte. Il décide d'aller à gauche. Au fond d'un autre couloir, après, encore quelque chose bouge, mais cette fois, Kane ne semble l'avoir vu. Il finit par trouver des murs avec des flèches dessus qu'il décida de suivre jusqu'à trouver cet étrange dessin sur le mur. Il est noté en dessous « Ne bouge pas, reste immobile ». À ce moment-là, un cri retentit, Kane se retourne et la créature qui le suivait depuis le début commence à le poursuivre. À force de courir, il trouve un trou dans le sol et sauta, se disant que c'était peut-être sa seule chance, et trouva cette étrange salle, qui est une référence à une autre image hors des backrooms. Il trouva aussi un endroit étrange que beaucoup d'entre vous connaissent, ou l'ont déjà vu sur YouTube par exemple, ceci. Et enfin, il trouva cet étrange mur, duquel il était séparé de plusieurs mètres de ce qui semblait être un vide à l'infini. Donc sur ce mur se trouvait un long couloir avec au-dessus un panneau sortie de secours, ce schéma se répétant à l'infini sur le mur. On entend que Kane commence à devenir anxieux, à perdre en santé mentale. Mais il décide de ne pas baisser les bras et retourne sur ses pas,
dans l'espoir de trouver une autre sortie. Il finit par trouver une porte avec au-dessus un panneau sortie de secours. Il passe cette porte et... Et le voilà de retour dans la zone principale. Finalement, il retombe sur l'entité qui cette fois, alors que Kane essaie de se cacher dans un petit couloir, l'attrapa. La caméra tomba dans un trou et elle noclipe à travers le sol où elle se retrouve à tomber de plusieurs centaines de mètres de haut dans le monde réel. Pour ceux qui douteraient du fait que la créature l'ait attrapée, si on met pause en bon moment, on voit bien que la créature tient Kane. On comprend donc, avec la chute de la caméra, que même s'il existait une sortie des backrooms, elle ne serait pas forcément très joyeuse. Dans la description de la vidéo, il est indiqué que la vidéo a été retrouvée le 23 septembre 1996. C'est donc la date où le diffuseur, la personne qui nous montre la vidéo, a retrouvé la vidéo et nous l'a montrée. Dans la description, on trouve aussi un lien Ko-fi, un site de donation, où l'on trouve une image, donc celle-ci, appelée Bacteria. On voit aussi dans la description un lien vidéo nommé mar 11 90 archive.tar. Cette vidéo est une archive du 11 mars 1990 qui a été compilée en 1991. La vidéo est une série de 9 images. Une image des backrooms, un plan d'une machine, une autre image des backrooms, ensuite 2 personnes dont le visage est flouté par un carré noir, une image de fondation, une image de quelqu'un observant les backrooms avec devant lui un ordinateur, une image, la plus intéressante, avec marqué Nulle Zone 4 et à côté un texte. En raison de la différence d'altitude entre le panneau 225 et 234, un champ KX nul est créé. Donc les zones nulles, ce sont des endroits où il y a un très fort lien entre les réalités et les backrooms. Enfin, on voit une image d'une machine étrange vue de l'intérieur. On va maintenant passer à la troisième vidéo de Third Test. C'est une vidéo du 2 juillet 1988 qui présente le troisième test d'une machine appelée le système de distorsion magnétique à faible proximité. Le projet est dirigé par Ivan Beck, membre de la société Async. La vidéo explique que ce projet a pour but de résoudre les problèmes de stockage et de surpopulation présents et futurs, et que pour cela, ils demanderont plus tard une aide financière à l'État. On voit à la fin une vidéo du test. Le test a échoué, mais a donné des résultats plutôt intéressants. On a vu la sorte de porte commencer à s'ouvrir. Et d'ailleurs, donc, on peut comprendre que dans la vidéo d'avant, ceux qui avaient des visages censurés, c'était sûrement des employés d'Async. Passons maintenant à la quatrième vidéo, First Contact. La vidéo commence par un avertissement du FBI expliquant que toute reproduction ou partage de la cassette sera sévèrement puni et considéré comme un crime. Le projet est donc devenu top secret et donc financé par l'État. Donc cette vidéo est l'enregistrement du test numéro 6 de la machine qu'on a vu avant, le système de distorsion magnétique à faible proximité. On voit ensuite un plan de machine, des textes de modification de la machine, dont une avec des mots censurés en rouge, on ne peut pas savoir ce que c'est malheureusement. On voit ensuite très rapidement passer une image avec écrit DNCH/DY égale 8000 failure. Donc le DNCH/DY permet de savoir combien de particules sont générées dans une zone précise, pour résumer. 8000 étant déjà une énorme mesure, ce qui signifie que la machine et Async en veut encore plus. On voit ensuite donc le test numéro 6 de la machine du 17 octobre 1989.
même temps, une image de plan se forme sur l'ordinateur de la machine. Et ensuite, après le chaos causé par le système, la porte ressemble à ça. On voit derrière les backrooms. Cela montre que Async a réussi son objectif et a ouvert un espace immense. Dans la description de la vidéo, on peut voir un lien YouTube faultline.move. Faultline.move signifie faille sismique, donc cette vidéo est un extrait d'un vrai reportage de ABC News qui parle du séisme du Loma Prieta le 17 octobre 1989 à 17h04 15 secondes, au même moment de la vidéo First Contact. On apprend donc que dans l'univers des backrooms, le séisme est dû à l'ouverture du coup. Nous allons maintenant passer à la 5e vidéo, Missing Persons. Dans cette vidéo, on voit d'abord une compilation d'avis de recherche de personnes de tout âge disparues, suivi d'un graphique montrant que depuis 1989, le nombre de personnes disparues a énormément augmenté. On voit ensuite un enregistrement de Async du 3 février 1990. On y voit 4 employés d'Async en tenue d'hazmat en train d'explorer les backrooms. Ils finissent par trouver quelque chose d'inattendu, un corps en piteux état avec autour de lui une sorte de moisissure noire. On voit ensuite défiler 2 images très rapidement, une de micro-organismes et une autre avec un message « If anybody blame him » qui signifie « Si quelqu'un doit être blâmé, c'est lui ». A mon avis, l'image de micro-organisme a un rapport avec la moisissure et le texte parle sûrement de Ivan Beck qui est à l'origine des backrooms et donc en quelque sorte responsable des disparitions. Passons maintenant à la 6e vidéo, Autopsy Report. Cette vidéo vient du département des sciences biomédicales d'Async. Il s'agit d'un rapport d'autopsie de John Doe. John Doe signifie quelqu'un dont on n'a pas le vrai nom, dont on ne connaît pas l'identité. Donc datant du 5 février 1990, 2 jours après la découverte du corps dans la vidéo Missing Persons. Le médecin dit que la personne est morte depuis environ 5 jours. Le sujet serait mort de malnutrition. Il annonce peu après que le corps a des symptômes anormaux. Après, je pense que ça se voit que le corps est anormal, on dirait un chewing-gum écrasé sous une table en cours. Ou encore un de mes potes, je dirais pas lequel. Certaines parties du corps sont intactes et d'autres entièrement décomposées. Le médecin va ensuite prélever sur le corps une bactérie nommée Bacillus subtilis, une bactérie sans effet sur le corps. Mais celle trouvée aurait muté et serait la cause de cette décomposition anormale. Le médecin demande ensuite où le corps a été trouvé. May I ask where this subject came from? Montrant que peu de personnes, même au sein d'Async, connaissent l'existence des backrooms. La vidéo se termine sur une télé où passe des images avec à la fin la vidéo des backrooms ouverte superposée avec un soleil couchant et une musique un peu angoissante. Pendant la vidéo, après la mention des bactéries, une image de là où était le corps avec les marques noires est montrée. Il faut aussi se rappeler d'une chose. Kane a appelé dans son site Ko-fi la créature Bacteria. Et qu'est-ce qu'on trouve autour du corps? Une bactérie. Donc il y a donc sûrement un lien entre ces deux choses. Maintenant, la 7e vidéo, Informational Video. On voit d'abord une vidéo d'intro pour les nouveaux dans le projet d'Async où le projet est appelé projet KV31 qui a pour but d'étudier le résultat produit par le système de distorsion magnétique à faible proximité qui a maintenant plusieurs noms: The Machine, The Door, The Backrooms, The Complex et Always. Il est ensuite dit que l'utilisation de ces termes en dehors d'Async est interdite. La vidéo glitch et on voit des images passer très rapidement. Un plan des backrooms, celui qu'on avait vu dans la vidéo First Contact, un message avec écrit non pas que ça servira à rien, mais... Et d'ailleurs, on comprend grâce à ce nouveau message et à ceux qu'on a eu précédemment que quelqu'un commence à douter du projet.
On voit après une petite animation qui présente les consignes de sécurité. Interdit d'approcher du seuil, donc l'entrée, sans autorisation. Interdit d'y aller seul et il faut y être à minimum 3. On voit ensuite un groupe aller dans le seuil, le 29 février 1990. Attendez, les 29 février, c'est seulement pendant les années bissextiles? Et si on regarde, 1990 n'est pas une année bissextile. Le 29 février 1990 n'a donc normalement jamais existé. Ce qui veut dire que les backrooms, en plus de faire bugger la réalité et de faire nos clips des gens, font bugger le temps et causent des anomalies comme celle-là. Donc passons à la suite. Le groupe avance et un des employés entend un bruit au fond d'un couloir. Guys, can you hear this? Mais ses camarades n'ont pas l'air d'entendre. Il avance donc dans le couloir, appelle ses coéquipiers, qui ne semblent pas l'entendre. Hey guys, can you hear this? Il se retourne, Hey! ses collègues ont disparu. Il crie leur nom. Oh. Guys? George? Open! Il retourne sur ses pas, trouve une pièce énorme avec au milieu des sortes de détritus, ou alors la moisissure des corps mais en plus compacté, on sait pas trop. Puis une pièce complètement plongée dans le noir. Il allume sa lampe, entre. Le papier peint est différent, avec des motifs de feuilles et d'arbres. Une hache est posée contre le mur, mais aussi 3 brouettes en bois, dont une complètement déformée. Les backrooms essayent donc de recréer des objets de la réalité, avec donc parfois, comme on le voit avec la brouette, des anomalies, car les backrooms sont imparfaits. Il avance encore et finit par trouver une grande maison, mais on n'en sait pas plus sur elle. Enfin, à la fin de son périple, il va trouver 7 étranges structures. Il faut une carte d'accès pour ouvrir la porte. L'employé essaye avec la sienne, et bizarrement, cela fonctionne. Il entre et on voit une pièce avec différents ordinateurs. Les lumières de la pièce d'un coup deviennent rouges et une alarme retentit. Hello? Hey! Passons maintenant à la 8e vidéo, Motion Detected. C'est une vidéo du 5 mars 1990 où l'on aperçoit le début de la construction d'une structure, probablement celle des plans de la vidéo d'avant. On nous explique ensuite que 7 caméras vidéo modifiées ont été placées autour du site. Elles sont là pour donner l'alerte en cas de mouvement ou de bruit détecté. La suite de la vidéo montre les différentes alertes dans la nuit du 5 mars. Alerte 1, 19h39 24 secondes. 3 membres du personnel menant une expédition. 20h26 43 secondes. Retour du personnel. Troisième alerte, 21h 2 12 secondes. Personne du personnel seul. Quatrième alerte, 21h 14 4 secondes. Bruit de la fermeture du seuil. Cinquième alerte, 1h6 44 secondes. Bruit étrange dont on ne connaît pas la provenance. Le bruit ressemble étrangement à une respiration forte et lente. Sixième alerte, 2h13 35 secondes. Bug du son du microphone. Septième et dernière alerte, 3h53 42 secondes. Mouvement au fond du couloir.
on voit des sortes de tentacules qui semblent traverser le mur. Cela peut sembler étrange qu'elles traversent le mur, mais quand on sait que les créatures des backrooms ont évolué dans un endroit où le no-clip est constant, les créatures se sont sûrement adaptées et ont appris certaines à no-clip. Maintenant la 9e vidéo, prototype. C'est une vidéo du 10 mai 1982, ce qui fait donc d'elle la plus vieille de la série. On voit le test d'une machine du laboratoire national d'Oak Ridge. On comprend rapidement que cette machine est le prototype du système de distorsion magnétique à faible proximité. Même si, comme vous l'avez vu, les résultats sont beaucoup plus petits, mais sont déjà assez importants. Maintenant, passons à Pitfalls, la 10e vidéo de cette série. Elle se passe le 6 mai 1990. On voit des personnes se préparer pour une exploration dans les backrooms. Les personnes font ensuite des tests de micro, annonçant leur nom. Mic check. You're all good. This is Marv, 1, 2, 3. Marv, mic check, 1, 2, 3. Great. This is George, mic. Et on retrouve les mêmes personnes que dans la vidéo Informational Video. Donc Marvin, George et en plus Mark. Ils passent le seuil pour rentrer dans les backrooms et l'endroit où ils sont, donc l'avant-poste que l'on voyait en construction dans la vidéo d'avant, est maintenant terminé et ressemble étrangement à la structure où avait atterri notre employé perdu dans Informational Video. Mais c'est étrange, car dans la vidéo Informational Video, l'avant-poste n'était même pas encore commencé, alors que là, il est terminé. Donc comment aurait-il pu atterrir là, alors que cela n'avait même pas commencé? En sachant en plus que quand même le jour où ils étaient n'existait même pas, le 29 février 1990. En avançant, ils finissent par trouver une pièce étrange, pas comme celle qu'ils avaient l'habitude de voir. Elle était complètement remplie de trous disposés de manière régulière. Et après ces trous, on voit une porte. Ils décident d'envoyer Mark de l'autre côté pour voir ce qu'il y a derrière la porte. Parce que bon, Mark c'est le petit nouveau, quitte à en perdre un en tombant, autant que ça soit lui. Il arrive donc au bout sans tomber. Il ouvre la porte, une lumière verte s'en échappe, et il semble très étonné. Marvin, get the camera over here. Across? Fine, just hurry. Okay. Et il demande à Mark, qui a la caméra, de venir car il n'arrive même pas à décrire ce qu'il voit. Marvin commence à avancer et la caméra glitch et un texte s'affiche. Même si ces données ont pu être déduites et relevées, personne ne sait ce qui se trouve de l'autre côté. Marvin trébuche, tombe et atterrit dans une zone qu'il décrit de similaire aux autres endroits, juste plus verdâtre. Marvin essaye de remonter mais c'est trop haut pour lui. Nope. Bah ouais, c'est sûr que faire 1m65 dans les backrooms ça pose des problèmes de temps en temps. Les autres membres de son équipe lui disent d'attendre et qu'ils vont lui envoyer de quoi remonter. Il attend donc, mais entend un cri de personnes demandant de l'aide. Il dit à ses collègues que quelqu'un est ici, alors que leur équipe est censée être la seule envoyée en expédition dans les backrooms. Il avance et à gauche on voit ce petit passage. Le passage donne, comme vous l'avez vu, sur une rue éclairée d'une forte lumière rouge. Mais c'est quand même étrange qu'un quartier résidentiel se trouve dans les backrooms. Mark évoque les zones nulles, pour vous rappeler les zones où il y a un très fort lien entre les backrooms et la réalité. Les backrooms auraient donc réussi à reproduire un quartier résidentiel complet.
Il arrive au bout de la rue et on entend des voix étranges, toujours appelant de l'aide. Mark va vers la maison d'où cela vient. Il appelle, mais les voix continuent sans lui répondre. À l'intérieur de la maison, on voit 7 salles remplies de panneaux de signalisation que Marvin dit comme étant à l'envers. En marchant, il tombe sur une pièce habituelle des backrooms, sauf que les murs sont décrépits. Et il y a au sol des cartons aplatis, une chaise bleue, un sac et même des chaussures, montrant que quelqu'un semblait vivre ici. On entend de nouveau les cris à l'arrière. Il contourne le mur, et là... Can you hear me? Sorry, can you repeat that? Marvin? That's not a person. What is it? That is not a fucking person! What? Marvin, talk to me. What do you see? What's going on? Marvin, en courant, trébuche et tombe, mais se relève rapidement et continue de courir. La créature continue à le poursuivre en hurlant. Il atteint le trou où il était arrivé, la créature continue à hurler. Son équipe finit par lui envoyer une corde et Marvin peut remonter. Tout est bien qui finit bien pour Marvin. Et maintenant, si on retourne un peu en arrière dans la vidéo, au moment où Marvin trouve la pièce avec les murs décrépits, si on écoute bien, attention c'est très subtil, hein. Repeat, Marvin, do you copy? This is Marv. C'est un extrait d'une interview de l'établissement des relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba de 2015. Alors que la vidéo se passe en 1990. Les backrooms font donc vraiment le bordel dans le temps. De plus, on a appris que maintenant les créatures ont appris le mimétisme et peuvent reproduire des voix humaines afin d'attirer leur nourriture, qui est pour l'instant leur meilleur rapport en nutriments et leur meilleur moyen donc de se multiplier, car les corps produisent la moisissure qui font naître les créatures. On arrive maintenant à la moitié des vidéos avec Report, qui est la 11e vidéo de la série de Ken Pixel. Cette vidéo, c'est la suite directe de Pitfalls. Elle montre une mise en scène avec des cinématiques un peu comme dans un film. On voit d'abord l'équipe de Marvin rentrant de leur expédition. On voit ensuite un homme marchant dans les locaux d'Async, puis 2 personnes étudiant la vidéo de Marvin et qui repassent plusieurs fois la scène avec l'entité. Ils ont l'air très étonnés et très inquiets. L'homme du couloir passe ensuite un coup de fil et on voit Async bouchant le passage vers la salle où il y a les trous. Ensuite, quand on regarde dans la description, il y a un lien vidéo. Ça, Ken Pixel, il aime beaucoup mettre des liens vidéo cachés. Donc la vidéo s'appelle 9780415263573. Donc cette vidéo avec plein de chiffres que j'ai la flemme de redire, c'est la 12e vidéo de la série de Ken Pixel. Donc c'est une vidéo en noir et blanc où l'on voit une autoroute avec des passages de voitures. Ensuite, il y a un zoom sur la voie la plus à notre droite et on voit une voiture qui no-clip dans le sol. Le nom de la vidéo est un code ISBN, donc c'est un code pour retrouver un livre précis. Ce code correspond à un livre appelé Le Papier Peint Jaune, racontant l'histoire d'une femme dépressive frappée par son mari et enfermée dans une pièce tapissée de papier peint jaune. Cette pièce de papier peint jaune qui ressemble donc, d'après Ken Pixel, au backroom. La 13e vidéo est Presentation. Donc la vidéo commence par un avertissement du FBI expliquant encore que toute reproduction ou partage de la vidéo sera considéré comme un crime. La vidéo se passe le 8 mai 1990, on voit la présentation d'un projet, le iSpace, avec en premier une mise en situation. Le monde a atteint d'immenses progrès technologiques, mais cela entraîne des problèmes comme la surpopulation ou la pollution. Mais Async a trouvé la solution, le système de distorsion magnétique à faible proximité. On a ensuite un texte censuré à plein d'endroits
censé expliquer le fonctionnement de la machine. Ce qu'il faut quand même se rappeler, c'est que 2 jours auparavant, on a découvert qu'il y avait des monstres capables d'imiter des voix humaines dans les backrooms. Mais Async a l'air de s'en foutre complètement et poste une vidéo montrant pourquoi le High Space est censé être super avancé pour l'humanité et génial. Enfin bref, on a ensuite une animation montrant que le High Space pourrait accueillir des cargaisons et du personnel. Async montre qu'ils pourront construire de nouveaux seuils bien plus grands. On voit ensuite des caméras montrant des gens qui marchent ainsi que 2 schémas. D'abord une comparaison financière entre le stockage normal et le High Space, suivi de ce qu'on appelle une comparaison du stockage normal et du stockage du High Space. Moi perso, j'appelle même pas ça une comparaison, tellement il y a un grand écart entre les deux. Puis, on a un plan des personnes qui marchaient dans le couloir faisant le trajet retour. On voit ensuite que Async montre que le High Space pourra servir d'espace de recherche, de développement industriel, de stockage, de bureaux, de commerce et de résidence. On voit ensuite des exemples de logements dans les backrooms. Une image passe très rapidement avec un texte avec marqué pour tromper le. Malheureusement, on n'a pas la suite de la phrase. On voit ensuite des supérieurs de Async discuter. On les voit ensuite aller voir une maquette de la zone de l'avant-poste et de ses alentours, suivi de la fermeture du seuil et de l'extinction des lumières de l'avant-poste. Les lumières, maintenant d'une teinte bleutée, nous montrent que la salle ressemble d'autant plus à celle de l'employé perdu de Informational Video. Ensuite, les employés discutent et surveillent les caméras, et d'un coup, les alarmes sonnent, et on voit les images de caméra. Quelqu'un en tenue d'hazmat de Async est dans l'avant-poste, l'air perdu avec les alarmes retentissant, exactement comme l'employé perdu le 29 février 1990. Mais faut se rappeler quand même que Presentation se passe le 8 mai 1990, donc plusieurs mois après. Donc il semble que cet employé perdu ait voyagé dans le temps. On apprendra, petit spoil, à la suite de la vidéo, que l'équipe est en fait partie le 1er mars 90. La date du 29 février est donc une anomalie provoquée par le voyage dans le temps de cet employé perdu. Dans la description de la vidéo, on a un lien vidéo nommé Simpson. C'est un extrait de la saison 2 de l'épisode et l'épisode 10 des Simpsons, appelé La vérité, rien que la vérité, du 10 janvier 1991. Pendant l'extrait, la vidéo bug et on voit maintenant une publicité espagnole d'un médicament, le Dimacol, un sirop pour la toux, diffusé pour la toute première fois en 2000, montrant encore les anomalies temporelles dues au backroom. Nous allons maintenant passer à la 14e vidéo, Found Footage 2. Donc on voit une femme expliquant qu'elle a trouvé un petit endroit où les objets passent à travers. Elle nous montre plusieurs objets comme une balle de baseball qu'elle fait passer à travers. Ensuite, elle passe 1 mètre dedans pour voir la profondeur, mais elle et les objets aux alentours ainsi que son matériel se font aspirer. Elle commence à explorer et trouve une salle avec un meuble de cuisine. Au fond, on voit une salle plongée dans le noir. Sur le mur, un interrupteur. Elle appuie, les lumières s'allument et on voit une table entourée de 3 chaises déformées au niveau des pieds qui font qu'elles sont très grandes. Elle trouve ensuite une grande pièce où il y a un canapé. Elle appelle à l'aide, mais bien sûr personne ne répond. Ensuite, elle trouve une pièce avec un trou et une porte verrouillée. Elle regarde par la serrure et on voit des couloirs au mur blanc. Elle trouve par la suite une pièce où le plafond est extrêmement grand et elle comprend que quelque chose ne va pas.
Elle pensait simplement que le sol n'avait pas de collision et qu'un sous-sol secret se trouvait en dessous. Mais la hauteur du plafond montre que cela est bien plus haut que la logique le voudrait. Et elle comprend donc que vraiment quelque chose ne va pas. En avançant, elle trouve une voiture écrasée contre un mur. Mais attendez, cette voiture ne vous rappelle rien ? Et oui, c'est quasiment sûr à 100% qu'il s'agit de cette voiture-là qui a no clip dans cette vidéo. Ensuite, contre le mur, on voit une trace de main qu'elle va décider de suivre. Car peu après, il y a d'autres traces sur le sol, menant quelque part, sûrement une personne rescapée de l'accident de voiture. Elle va ensuite aller dans une salle avec un meuble, un parquet de bois et des murs blanc-bleu un peu. Les traces continuant quelque part. Ensuite, il fait noir. Elle met la vision nocturne sur sa caméra et elle arrive dans une pièce remplie d'une matière noire étrange partout, sur les murs, du sol au plafond, partout. Dedans, ce tableau d'une femme à bien retenir. Puis, la moisissure bouge et une entité commence à attaquer la femme. La femme court, se faisant poursuivre. Dans une salle, on voit une lumière verte. Elle retourne là où il y avait le trou et saute dedans. Encore une fois, on aperçoit une lumière verte pendant qu'elle court. Elle finit par arriver dans une pièce avec des piscines, peut-être quelque chose qui a aidé à l'inspiration pour les pool rooms. Elle court encore et on aperçoit encore une lumière verte. Il y en a beaucoup. Elle va dans un petit couloir et se cache dans une pièce. D'un coup, des fissures se forment sur le mur et une lumière verte apparaît. Et la vidéo se coupe. Un message no signal s'affiche et on voit une télé où la vidéo était diffusée. Mais par qui ? C'est la question. Et aussi, donc pour la lumière verte, la théorie la plus probable, c'est que les backrooms évaluent et s'agrandissent lorsque cette lumière verte apparaît. Nous allons maintenant passer à Home 27647.move. Alors cette vidéo déjà était dans la description de la vidéo juste avant. Donc on voit des images du quotidien, de personnes, des monuments, des trajets en voiture, puis un coucher de soleil. Mais ce coucher de soleil ne vous rappelle rien ? Le même qu'à la fin de Autopsy Report. Puis, une photo de famille qui zoome sur le fond de la pièce où l'on voit un cadre. Je vous avais dit de le retenir. C'est le cadre de la vidéo d'avant où il y avait l'entité. La pièce serait donc une nulle zone reliée au backroom, qui aurait donc copié des éléments de la pièce. Maintenant la 16e vidéo, Réunion, et pas l'île de la Réunion, pardon. Au début, c'est comme dans la vidéo Report, on a des séquences comme dans un film. On voit le même scientifique que dans Report, et une date, le 25 mai 1990. On voit quelqu'un dans les backrooms, en voiture, montrant qu'I-Sync a avancé dans leurs moyens d'exploration. Donc on les voit prendre un robot, puis ouvrir le passage vers la salle des trous pour envoyer Wally en exploration, plutôt que des personnes. Ils envoient finalement 4 personnes en tenue d'hazmat, dont une qui a une tenue différente. Donc cette équipe est encore composée de Marvin et Mark. Ils commencent à prendre des mesures des trous, et I-Sync a d'ailleurs renommé la salle 14D. Le robot était en fait là pour vérifier que l'entité, ou l'ami de Marvin, comme il l'appelle, n'est pas là. Et les mesures que font les employés sont faites pour reboucher le trou. Et on voit d'ailleurs le rebouchage grâce à une petite timelapse. On nous montre ensuite que Mark Bloom, Ronald Dashi et Marvin Late sont envoyés en expédition dans la salle 14C. On voit aussi que la tenue étrange de Mark était en fait pour manier un putain de Space 12. Ils allument leur lampe car la pièce est dans le noir. Des plaques du plafond sont tombées et on voit un peu l'intérieur du plafond. Randall trouve quelque chose,
un plan sur un mur dessiné par quelqu'un. De plus, leur radio avec Async ne marche plus. Ils avancent, et d'un coup, quelqu'un saute sur Mark et se saisit de son space 12. Et Marvin dit « Peter ?» Peter? Marv? Marvin? Yes, it's me. Et on découvre qu'en fait, Marvin et Peter se connaissent. Et Marvin dit qu'il pensait que Peter était mort, que tout le monde pensait qu'il était mort, même sa famille et ses enfants. Et il a même eu le droit des funérailles. À ce moment-là, la radio appelle l'équipe. We need immediate armed support to room 14C. My team and I are being held at gunpoint by a hostile. I repeat, please send Don't shoot him. immediate armed support to room Stop. 14C. Don't. Mark s'est pris un moins de sang et est mort. Pour ceux qui n'ont pas compris qui est ce Peter, on va le découvrir dans la vidéo suivante, Recording 014. Maintenant, je vais vous parler de Recording 014, qui est la 16e vidéo. Alors de base, dans la playlist, c'est la 14e vidéo, mais je trouvais ça plus pertinent de la mettre en 16e, car elle était dans la description de la vidéo d'avant. Donc la vidéo montre un dialogue entre quelqu'un nommé Clyde et Ivan Beck, le responsable du projet des Backrooms, le 8 mai 1990, le même jour que Presentation. Le sujet de leur discussion est de l'arrivée d'une personne en tenue d'hazmat d'Async après la fermeture du seuil. Clyde dit que la personne serait un certain Peter Tench, et les deux, après un long silence, comprennent que quelque chose ne va pas. Et en fond, on voit une image qui, remise à l'endroit, nous montre un article d'un homme mort dans un incendie. On comprend donc que Peter Tench serait l'employé qui a voyagé dans le temps, et que pour ne pas éveiller les soupçons sur Async, ils ont dit qu'il était mort dans un incendie. C'est donc pour ça que Marvin, dans la vidéo d'avant, dit qu'il le croyait mort, que tout le monde le croyait mort, même sa famille et tout. Parlons maintenant de Damage Control, qui est la 18e vidéo. On entend d'abord, au début de la vidéo, un enregistrement de Mark demandant des renforts quand ils sont face à Peter dans la vidéo réunion à l'équipe A. Ensuite, on voit l'équipe A justement entendant le coup de feu que Peter a tiré sur Mark. Peu après, on a des images de vidéosurveillance d'un homme armé, donc Peter, en train de s'enfuir en menaçant les employés. Il passe le seuil, se précipite dans les couloirs, les employés se lancent à sa poursuite. Peu de temps après, on le voit sans son arme. Il est désarmé sans qu'on sache pour l'instant pourquoi, mais il parvient quand même à s'échapper. 15 heures après les faits, on a Async qui explique aux employés ce qu'il s'est passé. Le 1er mars, car oui, le 29 février était une erreur due au voyage dans le temps de Peter. Donc, le 1er mars, une équipe d'exploration composée de Marvin Lay, George Lemmy, Ronald McCarthy ainsi que de Peter Tench fut envoyée à travers le seuil. À 12h25, l'équipe a perdu Peter. Cela entraîne le retour immédiat de l'équipe, ainsi que de nombreux jours de recherche intensive afin de retrouver Peter. Mais ces opérations de recherche ont été sans succès. Async dut inventer une cause de décès, donc l'incendie, pour apaiser la famille et ne pas éveiller des soupçons sur Async et dévoiler leur projet KV-31. Mais plusieurs mois plus tard, le 8 mai 1990, un homme est arrivé après la fermeture devant le seuil. C'était Peter Tench. Pour vérifier sa santé, des médecins lui firent des tests et rien à signaler. Async, s'étant rappelé qu'il était le caméraman, décida de regarder les images de sa disparition, ce qui leur permit de comprendre que Peter a voyagé dans le temps. Async, avec des machines placées dans le couloir, essayèrent de comprendre ce qu'il s'est passé dans le couloir, pour l'instant sans résultat. Par contre, il y a un petit problème. Peter est considéré comme mort pour tout le monde en dehors d'Async et son apparition publique poserait problème. Il se montra au début compréhensif à cette réalité, mais peu à peu, plus le temps passait, plus Peter pensait qu'il était encore dans les backrooms et que Async lui voulait du mal. Il développe des symptômes de schizophrénie. Grâce à des identifiants volés, il va fuir dans les backrooms le 22 mai 90. Puis, il y aura la rencontre avec l'équipe de Marvin où il tirera sur Mark. Mark qui s'en est sorti, mais en état critique. Et oui, je vous avais feinté, il s'est pas pris un moins de sang, il est pas mort. Il est toujours en vie, mais en état critique. Il s'est fait tirer dans le flanc quand même. Bref,
On apprend après que la personne qui l'a désarmé est un certain Kirk Maxwell, la personne que l'on voit dans la vidéo Report. Après la fuite de Peter, Hastings va partir à sa recherche, mais les recherches ne durèrent pas longtemps, car Peter va être retrouvé en bas d'une colline, mourant à cause d'un traumatisme crânien. Hastings dit que malgré ses récentes actions, Peter s'est donné corps et âme au projet et qu'il fallait continuer d'avancer. Juste après, on voit ça. Mais attendez, cette silhouette, elle ressemble étrangement à celle de Peter, qui aurait peut-être survécu dans le dos d'Hastings. Putain, le mec a été déclaré mort 2 fois dans sa vie quand même, faut le faire. La vidéo se termine par un téléphone qui sonne, avec en fond une musique qu'on commence à connaître. Passons maintenant à la 19e vidéo, Overflow. On voit d'abord des images de paysages et on entend une voix parlant d'une ancienne collaboration USA-URSS. On voit ensuite une image avec marqué liberté d'expression, puis ceci. La vidéo se termine par un document signé par Ivan Beck le 2 août 1972 pendant qu'une lumière verte devient de plus en plus forte. Après quelques recherches, début août 1972, il y a eu des éruptions solaires. Quel rapport, me diriez-vous? Eh bien, sur une image d'une des musiques de Ken Pixel, car oui, il fait les animations et la musique, c'est un mec chaud dans sa série. On voit un homme censuré, sûrement Ivan Beck, avec sur sa tête l'image que je pensais juste être une boule un peu bizarre, mais en fait c'est une photo du soleil pendant les éruptions de 72. Au même moment des éruptions solaires, Ivan Beck aurait fait des expériences. Les éruptions auraient interféré avec ces expériences, provoquant un phénomène étrange que l'on pourrait donc appeler overflow, qui aurait donc ouvert ou révélé un passage vers les backrooms, poussant Ivan Beck à vouloir approfondir et créer le projet KV-31. De plus, il aurait perdu l'usage de son œil droit et aurait souffert d'une amnésie post-traumatique. Et donc, qu'est-ce qui a été écrit sur le papier à la fin de la vidéo? Donc c'était des tests d'échantillons de verre afin de déterminer des constantes diélectriques. Donc on voit d'abord les compositions de verre testées et la conclusion. Donc les mesures montrent que les propriétés électriques des différents verres restent relativement constantes dans la plage de fréquences testée. Il y a aussi une augmentation de la concentration en tellure, le tellurium, qui entraîne une augmentation de la constante diélectrique ainsi que des pertes. Alors le tellure, c'est un métal rare de couleur un peu blanche-argent qui présente des caractéristiques à la fois métalliques et non métalliques. Donc on voit aussi que ces matériaux peuvent convenir à des applications utilisant des substrats tels que le YIG, Yttrium Iron Garnet et le silicium et l'alumine. La dernière phrase, elle veut dire quoi? Elle veut dire en gros que le verre que nous avons fabriqué possède des propriétés électriques intéressantes. Il pourrait être utilisé avec des composants électroniques avancés construits sur des supports comme le YIG, le silicium ou l'alumine. Cela suggère donc que Ivan Beck travaille sur un matériau destiné à une machine très avancée. Certains pensent aussi que ce matériau très avancé aurait servi dans la fabrication du threshold ou le seuil, la machine permettant d'ouvrir un accès vers les backrooms. Je vais maintenant vous parler de Lightning and Tile Survey, la vidéo numéro 20, qui est l'avant-avant-dernière vidéo. Ça se passe le 14 novembre 1989, un mois après First Contact. On voit d'abord qu'on va voir des notes du docteur Julia Mayner sur l'éclairage et le carrelage. Donc, on voit d'abord une personne entrer dans les backrooms. On y voit plusieurs employés qui font donc des recherches sur les carrelages et le plafond ainsi que les lumières. On voit une des tâches en particulier
représenté par un diaporama. Donc on y voit des personnes enlevant une plaque du plafond pour regarder l'intérieur, puis une personne regardant avec une caméra ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, on voit les notes de Julia. Elle dit que les lumières semblent ne pas avoir de source d'alimentation et que les lumières, même sans alimentation extérieure, s'alimentent toutes seules. Le carreau prélevé semble avoir des dimensions non standards. Ils sont composés de fibres minérales qui semblent avoir une composition normale, mais un peu fissurée. Il est composé d'environ 60% de fibres minérales, environ 20% de cerlite expansé, principalement composé de silicium et d'oxyde d'aluminium. Le reste de la composition est fait de latex, de polymère, d'amidon et d'autres matières organiques. Le boîtier de la lumière est fait d'acier galvanisé. Ça vous rappelle pas l'IM acier galvanisé? Charge et j'ai déterré une pile d'acier carré galvanisé enveloppée de... Bon allez, j'arrête de dire des conneries et je vais aussi arrêter avec les matériaux car sinon ça va sûrement vous faire chier au bout d'un moment. On trouve des étiquettes sur certains composants, comme le ballast qui aurait été fait en 1975, la lumière en 1973 en Pennsylvanie, les ampoules viendraient de la marque Sylvania, et rien à voir avec Sylvania, non. Putain, j'avais dit j'arrêtais de dire des conneries. Les lumières fonctionneraient à 120 Hz, les backrooms, encore une fois, donc on comprend, s'inspirent d'objets réels pour son fonctionnement.
Nous allons donc maintenant passer à la dernière vidéo de Ken Pixel, Static Death End, qui se passe le 29 mai 1990. Il s'agit d'une conversation entre Marvin et George. Marvin parle du fait qu'il voudrait peut-être quitter le projet qu'AV-31, tandis que George, lui, essaye de le convaincre du contraire. Les images que l'on voit pendant qu'il parle sont des locaux d'Async, qui semblent abandonnés. Il reste seulement le mobilier et le matériel. On voit aussi George, après, filmant avec une caméra, les avancées des travaux de rebouchage de la salle 14C, donc la salle des trous, suivi de ce qui se cache derrière la porte, où Mark était allé dans Pitfalls. Derrière la porte, le papier peint a un motif comme ceci, plein de lignes. Au bout du couloir duquel menait la porte, on voit 7 salles, remplies d'objets, dont certains sont dans le sol littéralement ou dans le mur. Puis, la vidéo se coupe. Mais ce qui est bizarre quand même, c'est que quand Mark était allé dans cette salle, il avait l'air complètement étonné, tandis que là, on voit une pièce avec ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, qui semble maintenant plutôt banale, on va dire, dans les backrooms. Mais il faut se rappeler que quand Mark y était allé, on voyait une lumière verte qui dépassait de la porte. Donc, en sachant que cette lumière verte, la théorie la plus probable, c'est quand les backrooms évoluent, s'agrandissent, il se pourrait donc que Mark ait assisté à une évolution, sans danger cette fois-ci car il devait être assez loin ou quelque chose comme ça, des backrooms. Parce qu'il faut se rappeler, dans la vidéo Found Footage 2, une femme s'était retrouvée dans cette lumière verte. On ne sait pas comment elle a fini, mais à mon avis pas très bien vu que la vidéo s'était coupée. Je vais maintenant vous parler assez brièvement du film. Alors pour ceux qui ne l'ont pas encore vu et qui aimeraient bien le voir, je vous conseille de passer cette partie pour éviter de vous spoiler et d'aller directement aux théories. Donc si vous êtes resté là, c'est que soit vous comptez ne pas voir le film, soit que vous l'avez déjà vu. Donc alors, il y a 3 points que j'aimerais souligner. De 1, dans le film, pendant la course-poursuite avec Captain Clark, on revoit cette lumière verte. Ensuite, on voit un nouveau type d'entité. Enfin, un nouveau type, peut-être pas, mais je vous dirai après pourquoi. Donc dans tous les cas, on voit des entités qu'on n'avait pas encore vues avant. Donc ce sont, d'après ce que Mark dit, des souvenirs de personnes réelles, mais donc dans les backrooms. Et comme ce sont seulement des souvenirs, ça expliquerait pourquoi elles sont déformées. Et d'ailleurs, on voit encore une fois deux sous-types, on va dire, de ces créatures. D'un côté, celles qui sont inoffensives, car Mark arrive à cohabiter avec elles, et il y en a une même que Clark mange, mais ça c'est qu'un détail. Et on a aussi donc celles plus agressives, dangereuses, comme le Captain Clark. Et je pense d'ailleurs que la dangerosité de ces créatures dépend de la personnalité de la personne dans la vraie vie. Et maintenant, le 3e point que j'aimerais souligner, c'est que d'après ce qu'on a vu dans le film, Async aurait peut-être découvert un moyen de stopper ou du moins calmer les créatures. Car on le voit, une sorte de piège vers la fin de la poursuite avec Captain Clark, où l'on voit un homme des cavernes, qu'on a déjà vu d'ailleurs dans les vidéos de Ken Pixel et plus précédemment au début du film. Et donc, cet homme des cavernes parle afin d'attirer sûrement les entités, sauf que une fois que quelque chose entre dedans, des bonbonnes de gaz se déclenchent. Et je pense pas qu'Async aurait fait un aussi gros piège pour simplement piéger des humains. Et je vois pas l'intérêt que ça aurait. Donc, si on élimine cette solution-là, désolé j'ai un peu bégayé, ce serait donc pour stopper des entités. Donc on va maintenant passer aux théories sur les backrooms de Ken Pixel, que ça soit le film et les vidéos. Et on va d'abord commencer par les entités. Alors il y a plusieurs théories sur les entités de Ken Pixel. Il y a d'abord celle qui dit que les créatures évoluent. En effet, au début on voit la bactéria, qui garde n'empêche un schéma humain, 2 bras, 2 jambes, un corps, une tête. Ensuite, on a toujours cette bactéria, mais qui cette fois est capable de parler, d'imiter des voix humaines. On a ensuite donc le monstre dans Found Footage 3, celui-là, qui malgré être un peu déformé à certains endroits et garder une tête assez effrayante, garde des caractères très humains et une silhouette humaine aussi.
Et enfin, il y a les entités dans le film. Ce sont presque des personnes humaines, même si elles restent un peu déformées, voire même beaucoup pour certaines. Donc cette première théorie sur les entités dirait que toutes les créatures dans les backrooms ne sont qu'une évolution. Ensuite, deuxième théorie, c'est que chaque monstre donc est différent, à part donc les bactéries normales et les bactéries qui parlent. Donc la deuxième théorie, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo, c'est la théorie sur la lumière verte, qui donc elle, le plus probable, c'est que ça soit quand les backrooms évoluent, se développent, s'expandent, et donc ça ferait cette lumière verte pendant que ça se passe. Et d'ailleurs, on le voit avec Found Footage 2, mais se trouver dedans, c'est pas bon signe, je pense. Et je viens de me rendre compte, mais j'ai oublié une entité, mais qui est toujours dans le film, c'est celle qu'on voit dans la scène avec le sapin de Noël, pendant que Clark se fait poursuivre. Mais celle-là rejoint la catégorie de Captain Clark, donc c'est pas vraiment la peine d'en développer plus. Ce sera donc sur ces magnifiques images en arrière-plan de Found Footage 1 que cette vidéo se terminera. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Je vous ai dit à peu près tout ce que je savais sur les backrooms et le film de Kane Pixel. Si ça vous a plu donc, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, car j'ai passé plusieurs heures sur cette vidéo, et si vous le faisiez, ça me soutiendrait beaucoup et ça m'aiderait à continuer la vidéo. Sur ce, bonne journée, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.